la TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo en visite à Dapaon. Elle soutient l'implication des populations dans la réussite de la décentralisation. Cela passe notamment par les contributions fiscales pour réaliser des projets de développement, a-t-elle expliqué aux populations. Et puis Ichabatu Nyongbo Choro, 22 ans, porte depuis samedi soir la couronne de Miss Togo 2018. Nous revivrons vers la fin de ce journal l'élection de la candidate numéro 7. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. L'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Togo, était en visite à Mango, c'est dans le nord du Togo. Christina Martins Barreira a, dans ce contexte de décentralisation, appuyé la sensibilisation des populations au civisme fiscal. Autrement dit, elle a entretenu les populations sur la nécessité de la mobilisation des ressources locales aux fins de l'accomplissement de la réalisation d'actions de développement. Voyons cela avec Désiré Aloï. La visite de terrain de Madame l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, l'a conduit dans le Septentrion, première étape, préfecture de Loti, accueil des autorités locales, puis une séance de sensibilisation dans le cadre du projet appropriation, vulgarisation et mise en œuvre du nouveau guide du contribuable, impôts, droits et taxes dans les collectivités territoriales, AVGIDT, projet financé par l'Union européenne. Un projet citoyen pour amener progressivement les populations, les contribuables à accomplir leurs devoirs civiques à travers le paiement d'impôts, droits et taxes, dans l'objectif de permettre la réalisation des projets de développement dans la commune de Mango. L'objet de la mission, c'est non seulement de sortir de Lomé, de voir le reste du pays, de rencontrer les autorités, mais le plus important, c'est d'avoir le contact avec les responsables de la mise en œuvre de nos projets et de se rendre compte de l'accueil que nos projets ont et de l'impact qu'ils ont sur les populations. Et c'est ça qu'on a fait ce matin, d'être en contact avec une action concrète et spécifique d'un de nos projets, de voir comment c'est apprécié et l'enthousiasme. Ça nous donne vraiment beaucoup de volonté de continuer à accompagner le pays dans cet effort, notamment de la décentralisation. Madame l'ambassadeur, en déplacement à Mango, entend toucher du doigt la mise en œuvre du projet AVGIDT. Elle a remercié les populations pour leurs preuves citoyennes qui permettent la réussite du projet, contribuant à la matérialisation des différentes actions de développement dans la commune de Mango. À partir de 2018, où le calme a commencé par venir à Mango, la paix a commencé par venir à Mango. Les sensibilisations ont passé et actuellement je vois qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années passées. Avec les sensibilisations, je crois que jusqu'à la fin de l'année, on va avoir quand même une recette élevée par rapport aux années passées. On va vraiment faciliter la compréhension donc, des populations sur le terrain. On a essayé de traduire ce guide du contribuable en langue locale pour vraiment leur permettre de mieux comprendre le contenu de ce document qui se veut très capital, très utile dans le fonctionnement des collectivités. Et nous organisons aussi des émissions radiophoniques, tout ceci dans l'intention donc de permettre une meilleure appropriation du contenu de ce document très important pour le développement ou bien l'amélioration de la mobilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales. Le projet AVGIDT, en somme, appuie le processus de décentralisation au Togo et plus spécifiquement la commune de Mango. Il vient renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales afin de répondre aux besoins essentiels des citoyens et assurer les services publics de base à l'ensemble des populations. Et justement, les responsables de l'Office togolais des recettes étaient les 23 et 24 août dernier à Vaughan et à Clacou pour édifier les contribuables de ces localités sur le civisme fiscal. Les échanges ont donc, comme d'habitude, porté sur les nouvelles réformes fiscales et les objectifs de l'OTR et la participation de la population, sinon des contribuables à l'émergence du Togo. Dodo Haré nous en parle.
Les contribuables progressivement adhèrent à la promotion du civisme fiscal que prône l'Office togolais des recettes à travers le pays, voguant dans la préfecture de Vaud. Ils étaient présents pour s'imprégner des réformes fiscales, de la vision de l'OTR, des stratégies de mobilisation des ressources financières et la maîtrise de leurs droits et obligations dans le paiement des impôts et taxes. Un message bien perçu par les uns les autres qui s'engagent à coopérer avec les agents de l'OTR en toute sérénité. Ici dans le Vaud, le nombre d'artisans peut aller jusqu'à 1000, 2000. Donc cette sensibilisation va nous permettre nous aussi d'aller maintenant passer l'information pour que les nombreux artisans puissent comprendre maintenant que payer ses impôts, c'est un droit aussi, c'est un devoir pour que la nation puisse aller de l'avant. On est en train de s'organiser et de faire un pas vers l'OTR qui nous donne un taux. Bon, nous-mêmes, on va collecter ça chez les artisans et on donne ça à l'OTR. Là, on va dire que les artisans de la préfecture de Vaud, ils ont donné 10 millions, ils ont donné 6 millions pour le développement de ce pays. À Klakou, les contribuables ont démontré leur envie d'être des citoyens modèles et respectueux des principes de paiement des impôts en vigueur dans le pays. Et pourtant, c'est la première fois qu'ils s'approprient leurs droits et devoirs en la matière. Aujourd'hui, les responsables de l'OTR nous ont expliqué comment économiser petit à petit pour payer sans difficulté les impôts. Je suis très fier de leur venue dans notre localité. C'est un devoir civique et en temps, on a des problèmes à répondre à ce devoir-là. À partir de cette sensibilisation, on a compris que ensemble on peut discuter et voir comment nous allons payer pour répondre aussi aux besoins de l'État. L'OTR veut ainsi améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables et mobiliser davantage de ressources financières pouvant contribuer au développement du pays. Nous avons remarqué que beaucoup n'ont pas le civisme fiscal dans leur comportement et nous sommes amenés à les encourager dans ce sens et surtout à les exhorter à payer leurs impôts à temps réel et surtout avoir la volonté de payer. C'est surtout ce mot qui manque chez nos contribuables, la volonté, car nous devons être fiers de payer nos impôts et contribuer ensemble à la construction de notre pays. L'occasion était offerte aux contribuables d'exposer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs devoirs et de formuler des doléances pour la facilitation de la gestion de leurs dossiers fiscaux. Le préfet et le maire de la commune de Vaud ont appelé les contribuables au respect de leur engagement pour éviter d'éventuelles mésententes avec l'administration fiscale. Et du Vaud, nous nous rendons dans les plateaux. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo est en tournée nationale. Nous en parlions depuis hier. Elle rencontre les populations pour les édifier sur les bonnes pratiques à avoir dans la manipulation des produits chimiques, des produits qui ont des effets néfastes sur la santé. Nous vous proposons de suivre le compte-rendu de l'étape Tatakmami avec Silver Aboudou. Ils sont utilisés à des fins industrielles, commerciales et agricoles, mais aussi à des fins de recherche. Il s'agit des produits chimiques dont les bonnes pratiques d'usage échappent à nombre d'utilisateurs. L'ANIAC, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, mène cette campagne d'information pour instruire la population, notamment tous ceux qui traitent avec les produits chimiques, à adopter des mesures de prévention et de protection destinées à garantir leur bien-être. L'ambition est de parvenir à s'assurer d'une meilleure utilisation des armes chimiques qui, selon l'ANIAC, sont tous produits chimiques dont l'usage peut provoquer des risques à la santé. Qu'on sache que les produits chimiques sont potentiellement dangereux. Il faut sensibiliser les gens à faire très attention dans leur utilisation massive. Et la gestion c'est quoi? En utilisant le produit chimique, il faut savoir comment l'utiliser. Quand on finit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les déchets, qu'est-ce qu'il faut en faire? La boîte dans laquelle le produit chimique s'y trouverait, comment traiter avec ce produit? Et ne pas réutiliser ces choses-là, stocker un aliment ou quoi que ce soit. Le Togo envisage à travers cette politique de lutter efficacement contre la prolifération des produits chimiques sous toutes ses formes. Raison pour laquelle l'ANIAC s'engage à veiller en vue d'une utilisation rationnelle
des produits chimiques au Togo. Les professionnels des médias du Togo ont été conviés à une rencontre de formation et d'information sur les médias au service du dialogue, de la réconciliation et de la paix. La session a duré 2 jours et elle a permis aux participants de s'imprégner des techniques traditionnelles et contemporaines de production de contenu médiatique, des contenus au service du journalisme de paix. Et justement, qu'entend-on par ce concept de journalisme de paix et quel est le rôle des médias dans une situation de crise? Élément de réponse dans ce dossier de Augustin Kossi. Si la meilleure façon de garantir la paix ou de sortir d'une situation de crise dans une communauté donnée est le dialogue, cela inclut particulièrement ceux ou celles qui ont pour devoir d'informer, c'est-à-dire les professionnels des médias. Ceux-ci, dans un contexte de communication de plus en plus rapide, exercent au-delà d'un métier une véritable mission. Celle de médiation qui devra générer la confiance et ouvrir des voies de communion fraternelle et de paix. On parle d'un journalisme de paix. Quand il n'y a pas la guerre, donc ça suppose qu'on est en paix. Et le journaliste est appelé à travailler pour la consolidation de ces genres de situations. Ne pas activer inutilement le feu pour que 2 ethnies, pour que 2 personnes, 2 camps puissent se mettre à se tirer dessus, à se tirer entre les jambes. Donc le journaliste, de par son rôle, est de sensibiliser les gens à vivre en paix, à vivre ensemble. Donc le journaliste de paix, c'est un travail qui doit se faire pour aider les populations à rester ensemble, à travailler la main dans la main pour bâtir une cité. Dans cette situation, on évoque également un journalisme qui s'engage dans la recherche des causes véritables des conflits pour en favoriser la compréhension. Et cela depuis la racine à travers l'utilisation des techniques dites traditionnelles et contemporaines de production de contenu médiatique. La radio, la télé, la presse, ce sont les techniques traditionnelles qu'on utilise pour communiquer. Bon, et à travers ces techniques traditionnelles, il y a les genres rédactionnels qu'on doit essayer de voir les plus adaptés. Il y a aujourd'hui les techniques contemporaines. Aujourd'hui, les médias sociaux, les réseaux sociaux, les presses en ligne, il y a des évolutions qu'on vit qui permettent d'aller un peu plus vite. La quête de vérité suppose qu'on doit aller vers des gens, faire des enquêtes pour qu'on ait la lumière sur certaines situations qui méritent d'être éclairées pour que la population soit édifiée. Savoir comment participer à l'élaboration d'une société de paix. Donc essentiellement, puisque ce sont des gens qui sont écoutés et qui produisent, donc il faut faire l'équilibre. Le professionnel du média, il a son rôle à jouer. C'est un remède devant une maladie, mais il faut trouver les moyens pour que ce remède soit acheté, mais également aider et surveiller pour qu'on n'en prenne pas de trop. Donc c'est une analogie pour vous présenter un peu la situation de l'homme de médias devant la crise. S'il n'est pas bien formé, eh bien il ne pourra pas être ce remède-là. Et s'il n'est pas bien formé, il pourra se croire remède, mais exacerber les choses et compliquer encore la situation. C'est dire que la manipulation de la vérité est l'un des symptômes de la violence, tant au niveau individuel que collectif. Et c'est ainsi que les médias peuvent construire la mémoire et la compréhension des événements. À 4 mois justement de la date fixée par la feuille de route de la CEDEAO pour les élections législatives au Togo, le Parti UNIR échange avec les populations sur les enjeux et défis de cette échéance. Une délégation de ce parti était vendredi à Sokodé. Le compte rendu avec la marque Boudjouna. Le parti Union pour la République, UNIR, ne veut pas être en retard dans l'organisation du scrutin législatif du 20 décembre prochain. Une recommandation du 53e sommet de la CEDEAO pour la sortie de crise que connaît le Togo. Une délégation du bureau national du parti UNIR sillonne le pays pour échanger avec les militants sur le thème élections législatives de 2018, enjeux et défis. C'est un grand défi, il faut qu'on se prépare. Donc nous sommes arrivés ici aujourd'hui
pour effectivement échanger avec les militants, les secrétaires préfectoraux, les différents comités qu'on a mis en place. On est revenu les voir, les expliquer effectivement les enjeux et les défis que nous avons devant nous. Et définir quand même le comportement d'un bon militant pour pouvoir effectivement aller à ces législatives-là. La rencontre a permis aux membres du bureau national du Parti UNIR d'expliquer ou d'éclairer les différents comités et mouvements des préfectures de la région centrale sur la manière dont il faut procéder pour la réussite de ces consultations. Tout militant de UNIR doit cultiver en lui ou en elle l'humilité, l'amour de l'autre et le respect et le courage. Nous ont demandé de ressembler à notre champion, le chef de l'État. Nous allons revoir toutes les notes que nous avons prises pour une meilleure appropriation parce que quand on ne comprend pas bien, on va mal interpréter. Militants et membres de la délégation se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Hors du Togo, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a prêté serment officiellement aujourd'hui, après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection. Le 30 juillet dernier, élection jugée frauduleuse par l'opposition. Sa prestation de serment a été acclamée toutefois par un tonnerre d'applaudissements. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe. Il vous souvient, en novembre dernier, après la démission de Robert Mugabe au terme de 37 ans de règne. Candidat de la ZANU-PF, le parti de Robert Mugabe, l'ancien vice-président, a été proclamé vainqueur, crédité de plus de 50% des suffrages. Aux États-Unis, le sénateur américain John Sidney McCain est mort samedi à 81 ans dans son fief dans l'Arizona. Il a succombé à 13 mois de lutte contre un cancer du cerveau. Les drapeaux étaient en berne ce dimanche aux États-Unis en hommage à cet homme ancien pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat républicain à la Maison-Blanche, au parcours politique tumultueux, mais aujourd'hui célébré quasi universellement. C'est en 1986, il faut le rappeler, qu'il a été élu sénateur principal de l'Arizona. Il laisse derrière lui 7 enfants. L'Agence nationale de sécurité alimentaire pour poursuit l'achat des derniers stocks de maïs aux paysans. L'ANSAT a pris 50 tonnes de maïs aux jeunes entrepreneurs de Aouda, c'est dans la région centrale. Regardons avec la marque Bodjona. Les jeunes entrepreneurs du canton d'Aouda, dans la préfecture de Châteaubois, spécialisés dans la production du maïs, reçoivent la visite de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, pour la vente d'une partie de leur stock. L'ANSAT leur a acheté une quantité de 50 tonnes pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Ça s'inscrit dans la logique de la constitution du stock de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour aider les producteurs à rentrer dans les fonds pour affronter la campagne. Et le troisième point, on profite pour sensibiliser les producteurs à vendre en groupe autour des magasins. Là, il faudrait dicter leur prix. Nous avons profité de leur informer de la transformation du maïs local là, en farine. Donc l'ANSAT est en partenariat avec le TG qui transforme notre maïs local en farine. Les jeunes entrepreneurs satisfaits de cette opération remercient l'autorité. Je suis très fier avec mes membres du groupement, nous les jeunes entrepreneurs de Aouda. Depuis longtemps, on attendait l'ANSAT pour venir nous enlever nos stocks parce qu'on avait besoin des intrants. Et aujourd'hui que ça s'est fait, je remercie tout le gouvernement qui a initié ce projet et particulièrement au président de la République, M. Faure Gnassingbé, qui pense toujours aux jeunes entrepreneurs, que ça soit continuel. Couplé de sensibilisation des producteurs sur la production et la vente de la farine de maïs sur le marché national et international par l'ANSAT, l'opération a pris fin par la vente de la farine. Et parlons sécurité alimentaire, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture ont renforcé leur stratégie et techniques de lutte contre la faim et la malnutrition. Des maux qui continuent de menacer les populations, surtout du Sahel. Ils étaient en rencontre régionale à Lomé et nous vous proposons de faire le point avec Yasmine Kodjia et Komu Poyode.
La lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique francophone reste encore un souci majeur eu égard à la situation dans laquelle vivent certaines populations. La présente rencontre avec les experts vise à renforcer la capacité des travailleurs de l'alimentation venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo sur les stratégies à adopter face à ce fléau qui continue de faire des ravages, notamment dans les pays du Sahel. Nous devons fondamentalement revoir les politiques nationales. 1. 2. Au niveau communautaire, on doit également non seulement avoir une politique communautaire, parce que nous sommes nés en Afrique dans la solidarité. Lorsqu'un pays est en difficulté, comment faire pour que le pays ou les pays qui sont proches, solidairement, le soutiennent? La rencontre a été possible grâce à la fondation Friedrich Ebert, qui estime que la société civile a un rôle important à jouer en matière de sécurité alimentaire. Actuellement, nous nous focalisons sur les travailleurs, ceux qui produisent la richesse, mais qui, par moments, sont exclus des mécanismes et des mécanismes qui visent à élaborer de bonnes politiques agricoles en faveur de notre région. Donc, on fait les deux. Mais pour ce programme-là, on a choisi un peu de nous axer sur les travailleurs. Selon les estimations, plus d'un tiers de la population mondiale souffre de faim et de malnutrition, alors que l'agriculture emploie les 3/4 de la population. Et au chapitre des fêtes traditionnelles célébrées ce week-end, d'abord Rogbezan, c'était la 34e édition de cette fête traditionnelle samedi. Les fils et filles de la préfecture de Yoto se sont mobilisés à Tabligbo pour marquer l'apothéose de la célébration qui se veut un cadre de réflexion pour garantir le bien-être des populations. Reportage Ekwe Salah. Les 11 cantons de la préfecture de Yoto se sont illustrés l'un après l'autre par des démonstrations de talent de leurs différents groupes folkloriques. Nombreux étaient donc les filles et fils du milieu à sacrifier à la tradition. Le souvenir du périple de leurs ancêtres de Noché vers Tabligbo. Cette année, Rogbezan se veut une occasion de booster le développement pour l'épanouissement des populations avec pour vecteur la préservation et la valorisation des richesses culturelles et culturelles de la préfecture. On a toujours dit que l'union fait la force. Les fils de Yoto sont éparpillés un peu partout. Donc si chaque année, chacun revient chez lui, il va se souvenir, il va découvrir la responsabilité qui est la sienne, qui doit développer son village, sa préfecture. Donc c'est en ce sens que Rogbezan est un levier pour le développement. Je profite de cette occasion pour remercier toute la population, les cadres de Yoto. Et je remercie également le gouvernement, à sa tête le président de la République, son Excellence Fort et Swazima Nyasingbe. Je remercie également l'équipe qui a organisé cette fête Rogbezan. Les cadres de Yoto entendent faire de ces retrouvailles un véritable espace d'échange pour le développement intégral de la localité. Des doléances ont été formulées dans ce sens aux représentants du chef de l'État. Le ministre Georges Aïdam a promis de les transmettre à qui de droit. Il salue le dynamisme qui est donné à cette célébration au fil des années. Votre fête traditionnelle Rogbezan, à l'instar de toutes les autres célébrées dans notre pays, doit nous permettre de nous interroger sur ce que nous pouvons tirer de notre culture afin de nous armer efficacement face aux défis du présent. Les réjouissances populaires et la joie des retrouvailles qui caractérisent ces célébrations ne doivent donc pas être les seules raisons d'être de ces fêtes.
Ces occasions doivent également nous offrir des espaces de réflexion et d'échange sur des questions liées au développement et au bien-être de nos communautés. C'est donc à nous-mêmes que revient le devoir d'ausculter les us et coutumes, les savoir-faire, les savoir-être de nos ancêtres, afin d'en extraire la substantifique moelle qui fonderait notre fierté d'être ce que nous sommes. Des distinctions ont été décernées à 3 personnalités pour leur engagement dans l'organisation de cette fête traditionnelle depuis son avènement. La Miss Robeza 2018 et ses 2 dauphines ont-elles aussi reçu leur prix. Et pendant le même temps, c'était Montlouzan à Michentové, la fête du riz qui a réuni autorités traditionnelles, cadres et natifs du milieu autour d'un seul but, valoriser cette céréale importante dans l'alimentation de la plupart des Togolais. Montlouzan était à sa première édition. Dodo Waré. Ce sont des temps forts de la fête Montlouzan ici à Michentové dans le Zio, la fête du riz. Une fête au cours de laquelle les filles et fils de la localité établissent un nouveau contact avec leurs aïeux qui depuis 1965 ont fait front commun avec la Chine pour développer la riziculture dans le canton. Ce tord blanc qu'est le riz est donc devenu au jour d'aujourd'hui une culture propre au canton de Michentové qui produit en quantité et en qualité, non seulement pour les Togolais, mais aussi pour la sous-région. Montlouzan, c'est donc célébrer, promouvoir, valoriser et encourager la consommation de cette céréale locale. La culture du riz irrigué a commencé ici, au moment où donc, les autorités togolaises ont sollicité des experts chinois pour augmenter la production nationale de riz. Donc, pour des raisons, disons, historiques, pour des raisons socio-économiques, c'est ce qui a poussé les jeunes donc, à retenir Montlouzan, donc la fête du riz. Ce qu'on veut à travers cette fête, promouvoir le développement du canton et de la région, améliorer la production du riz, produire plus, et aussi que les jeunes prennent conscience que en s'adonnant à l'agriculture, et spécialement à la culture du riz, on peut vivre, on peut s'en sortir, on peut avoir de bons revenus. L'assistance a apprécié les richesses culturelles et traditionnelles de la localité. C'est des richesses culturelles en disparition. L'occasion s'offre à nous donc de les redécouvrir, de les apprécier. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes Scodio a dédié, cadre du milieu et le représentant du ministre en charge de la culture ont réitéré l'engagement du gouvernement à promouvoir la culture du riz pour créer davantage de richesses dans le canton. La réflexion que je mène à haute voix ici voudrait que nous puissions apporter plus de valeur ajoutée à cette culture aux côtés du gouvernement. Faire en sorte que ça crée plus de richesses et plus d'emplois pour nos jeunes. Et je voudrais donc très rapidement, Monsieur le Président du comité d'organisation, je vous approcherai pour que nous puissions approfondir cette réflexion-là et créer plus de richesses dans le milieu pour nos frères et sœurs qui ont choisi ce métier. Le thème « Cohabitation pacifique et valorisation du patrimoine culturel pour le développement » appelle toutes les couches de la localité à mutualiser leurs énergies pour faire face aux défis qui entravent encore le développement du secteur du riz à Tové. Cette fête était également l'occasion de remettre des prix d'excellence et d'encouragement aux meilleurs élèves du canton.
Et le samedi 25 août était une journée riche en événements culturels. Dès 21h, vous l'avez suivi en direct sur la télévision togolaise. C'était l'élection de la plus belle fille du Togo. Elle est connue donc depuis hier soir à l'issue de 3 heures de compétition Miss Togo 2018. Elle s'appelle Ishabatu Nyongbo Choro, candidate numéro 7. La jeune fille de 22 ans, 1m74, 63 kg, portera et défendra pour 1 an la couronne de la beauté togolaise ici et ailleurs. Une soirée pleine d'émotions que nous vous proposons de revivre dans ce reportage de Lucas Si et Esther Laclé. Les plus belles filles du Togo en compétition à Lomé. Parmi les 22 candidates, c'est la ravissante juriste titulaire d'une licence en droit privé qui a été élue Miss Togo 2018. La nouvelle Miss porte le brassard numéro 7. Âgée de 22 ans, Ishalatu Nyongbo Choro mesure 1m74 pour 63 kg. Ce concours, elle y tenait et elle succède ainsi à Cornelia Dedevi à Domayakpor. J'ai pleuré parce que j'étais très émue, donc je n'arrivais pas à me retenir. J'avais confiance en moi, mais il y avait également d'autres candidates vraiment qui m'effrayaient, qui me faisaient un peu peur. Et ma priorité, ce sont les enfants, les orphelins. Pendant 1 an, elle sera le miroir de la beauté féminine au Togo. Elle aura à incarner les valeurs morales et intellectuelles qui font le charme de la femme togolaise qualifiée de femme battante, entreprenante, intelligente, belle et attentionnée. C'était très bien. Moi, j'avais choisi la candidate numéro 7 parce qu'elle est excellente. Elle est titulaire d'une licence en droit. En plus de tous les concours universitaires que le Togo a pu organiser, elle était sortie première. Et en octobre, elle va avoir la grande finale en Côte d'Ivoire. Toutes les candidates ont mérité, mais spécialement elle, avec son niveau haut. Bon, c'est un plaisir qu'elle nous a fait. En plus, on a massivement voté pour elle. Par vote, par hasard, je l'ai choisi comme ça. Moi, j'ai apprécié la soirée parce que même avec les artistes qu'on a invités pour qu'ils animent la soirée a été très belle. Le choix de la plus belle femme du Togo n'a pas été chose facile pour le jury et pour le comité national Miss Togo, l'innovation est un défi à relever chaque année. En témoigne le retour sur scène de Miss Togo 2016, Balbina Dalinga aux côtés de Patrick Amenda pour assurer l'animation de la soirée. Son intelligence, sa beauté et la façon traditionnelle qu'elle s'est présentée, elle s'est affirmée sur ce côté-là. Et c'est ça qui a fait que le choix a été sur elle. Et je dis que pour le jury, c'est 75%. Pour la salle et les autres, c'est 25%. Donc, il faut aussi tenir compte du fait qu'à l'extérieur, les gens ont voté pour dire que celle-là pouvait représenter donc le Togo valablement. C'est une des meilleures organisations qu'on a faites. En tout 24 ans, c'est une des meilleures. Cette compétition est à sa 24e édition et comme chaque année, le gouvernement soutient cette grand-messe de la beauté togolaise. Nous sommes très impressionnés par la qualité de l'organisation et de la prestation. Toutes les filles étaient belles, elles méritaient de gagner. Au-delà de la beauté, c'est toute la culture africaine qui a été célébrée. Le spectacle était au rendez-vous avec la prestation d'artistes de renom. Une belle soirée et bonne chance donc à Miss Togo 2018 dans son mandat. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous pour la dernière édition de ce jour avec Adolphe Paca. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir et à très bientôt.